Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation vidéo complète où je vais vous apprendre à réaliser votre propre portfolio de A à Z, moderne et responsif en HTML et CSS. Alors dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vais également vous montrer comment héberger cette page web en ligne, c'est-à-dire mettre en ligne votre site web pour pouvoir attirer des utilisateurs dessus, d'accord, qui viennent de n'importe où, de n'importe quel pays. Et vous allez voir que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir le mettre en ligne, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle un hébergeur web et dans mon cas je vais utiliser l'hébergeur Hostinger, mais ça on va voir ça par la suite. Donc voilà la page qu'on va réaliser. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez sympa, donc elle est assez moderne également. Comme vous pouvez voir ici, on a une barre de navigation avec quelques onglets, d'accord, quelques liens. On a également la photo de profil de l'utilisateur, donc de vous en fait. Vous avez également le nom et le prénom. Vous avez un header avec donc une présentation, donc un titre juste ici. On a également la description de l'auteur. On a également ici un petit bouton pour pouvoir contacter la personne, d'accord, vous contacter. Ici, vous avez également une image responsive qui permet par exemple de présenter ce que vous faites, d'accord. Donc vous avez cette petite image là qui est assez sympa et vous avez également ici en dessous donc des projets que vous avez réalisés avec par exemple ici plusieurs colonnes, plusieurs petites cartes si vous voulez, avec dans chaque carte un titre, une description et des dates. D'accord. Et enfin, donc, vous avez un footer, c'est-à-dire un pied de page qui présente d'autres informations, notamment vos services. D'accord. Vous avez quelques petits liens ici qui sont en fait des paragraphes. Vous avez également donc votre entreprise. Voilà, vous avez des adresses sur lesquelles on peut cliquer, par exemple, pour pouvoir vous contacter. Donc voilà ce qu'on va réaliser au cours de cette page. Bien évidemment, vous allez pouvoir la personnaliser comme vous le souhaitez. Et comme d'habitude, eh bien, le lien de cette page sera en description. Donc le code source, pardon, de cette page sera en description. Alors ici, j'ai oublié de vous le dire, mais cette page est également responsive. Donc si vous vous placez au format mobile, comme vous pouvez le voir ici, la page s'adapte correctement à toutes les tailles d'écran et ça, c'est nickel. Alors avant de commencer le tutoriel, je vous invite quand même à vous abonner à mon compte Instagram nommé French Coder, où je publie donc régulièrement des conseils, des tutoriels et des ressources à propos du développement web pour vous aider à devenir compétent dans ce domaine et à vous lancer et rester dans le développement web. Alors, chaque semaine, eh bien, je poste 3 publications à propos du développement web, que ce soit des conseils, des ressources, des tutos, etc. Comme vous pouvez le voir ici, on a déjà plus de 160 publications disponibles sur le compte que vous pourrez aller checker. Alors, quotidiennement, également en story, je vous partage donc des quiz et des idées de projets pour vous aider à progresser encore une fois dans le domaine. C'est nickel. Alors maintenant que tout ça a été dit, eh bien on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'écriture du code. Alors je vous invite à aller sur votre bureau ou dans n'importe quel dossier et je vous invite à créer un dossier et vous l'appelez comme vous voulez. Donc par exemple, portfolio. Dans ce dossier, eh bien, vous allez créer un fichier, d'accord. Vous allez l'appeler index.html. Alors normalement, tout ça, vous connaissez déjà si vous avez vos bases en HTML et CSS et je vous invite à la voir. Donc ensuite, on va créer également un fichier nommé style.css, d'accord. Et on va créer également un dossier nommé image, puisqu'à l'intérieur de ce dossier, on va stocker toutes nos images. Alors le fichier HTML, vous connaissez, c'est le corps de notre page, en fait, c'est le squelette de notre page. Et le fichier style.css va nous permettre de styliser notre squelette. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir aller dans le fichier index.html et on va mettre notre template HTML comme d'habitude, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je peux zoomer comme ceci, comme ça, vous allez mieux voir. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a mis un template simple HTML. Donc ça, vous connaissez déjà. Donc ici, au niveau de HTML Lang, on va pouvoir mettre en français, donc FR. Ici, vous avez votre balise MetaChar7 UTF-8 pour l'encodage des caractères spéciaux. Vous allez avoir la balise méta de compatibilité, d'accord, pour pouvoir rendre votre page compatible sur les navigateurs comme Internet Explorer ou Edge. Et ici, vous allez avoir également un meta name viewport qui va vous permettre d'adapter en quelque sorte votre page au format mobile. Ok, au niveau du title, vous connaissez, vous allez pouvoir mettre le titre de votre page, de votre onglet. Donc vous allez mettre par exemple portfolio ou bien créer un portfolio moderne en HTML et CSS. Donc moi, c'est le titre de la vidéo et le mettre en ligne comme ceci avec Hostinger si vous voulez.
Voilà, comme ceci. Donc Hostinger, c'est le nom de l'hébergeur qu'on va utiliser pour mettre en ligne notre site. Alors ici, n'oubliez surtout pas de lier donc votre fichier index.html à votre fichier style.css pour pouvoir donc appliquer les styles qui se trouvent ici, d'accord? Donc pour pouvoir appliquer des styles à nos balises. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez lier votre fichier style.css. Si votre fichier style.css se trouve dans un autre dossier, eh bien ici, vous devrez spécifier le nom du dossier slash et votre fichier, d'accord? Alors c'est le cas également pour les sous-dossiers. Ici, vous pouvez avoir des sous-dossiers, encore des sous-dossiers, etc. jusqu'à arriver au niveau de votre fichier style.css. Ok, donc moi, mon fichier style.css se trouve à côté de mon fichier index.html, donc pas la peine de spécifier des dossiers ou des sous-dossiers, pardon. Ok, donc maintenant on va pouvoir nous occuper de notre balise body, c'est-à-dire le corps de notre page. Alors qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette balise, à l'intérieur du corps de notre page? Eh bien déjà on va commencer par créer notre barre de navigation qui se trouve ici, d'accord? Donc pour cela, eh bien on va utiliser la balise nav en HTML qui signifie navigation. Alors dans cette balise, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà créer deux parties. On va créer la première partie qui va stocker donc la photo de profil de l'utilisateur et son prénom et son nom, d'accord? Et on aura une seconde partie, comme on peut le voir, qui va stocker les onglets, d'accord? Donc en fait, on a divisé la barre de navigation en deux parties et à l'aide des flexbox, eh bien, on va pouvoir les aligner, d'accord? Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, on va créer donc une première partie qui va s'appeler profile, d'accord, pour le profil de l'utilisateur. Dans cette première partie, on va mettre l'image de l'utilisateur et on va également mettre donc son nom et son prénom. Donc ici, on va mettre dans une balise H1, donc un titre de niveau 1. On va mettre Ben Yogur, donc c'est un personnage que j'ai créé pour ce tutoriel. Et donc, à l'intérieur de la source de la balise IMG, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pointer notre image. Donc ici, on va mettre image, comme ceci. Slash, pourquoi? Tout simplement parce que nos images vont se trouver à l'intérieur de notre dossier image et vous allez mettre ici le nom de votre image. Donc ici, moi, ça sera pourquoi pas profile.jpg, d'accord? Et bien évidemment, cette image, il va falloir la mettre dans le dossier image. Donc pour cela, eh bien, je vais aller dans mon projet fini. Eh bien, je vais donc copier l'image profile.jpeg comme ceci. Alors bien évidemment, la personne qui se trouve ici n'existe absolument pas puisque ça a été généré par une intelligence artificielle, d'accord? Donc là, il n'y a pas de droit d'image ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc ici, vous allez coller cette image dans votre dossier, d'accord? Alors bien évidemment, encore une fois, vous allez pouvoir avoir le code source du tutoriel en description, d'accord? Ok, et ensuite, on va faire la même chose pour la deuxième image, donc c'est-à-dire mainimage.jpg, pardon, et on va pouvoir le mettre ici également dans notre dossier. Ok, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors justement, c'était JPEG et pas JPG, donc ici, spécifiez bien JPEG, donc JPEG. Alors au niveau de Alt, vous allez mettre la description de l'image. Donc ici, dans mon cas, ça sera, pourquoi pas, profile photo, comme ceci. Super, donc maintenant si vous actualisez votre page, donc si, alors ici je vais fermer tout ça, si vous ouvrez votre page au niveau de votre navigateur, vous allez voir votre image et le nom de la personne. Donc maintenant on a terminé avec la première partie de notre barre de navigation. Maintenant il va falloir nous occuper des onglets qui se trouvent ici. Donc pour cela, eh bien, on va sortir de notre div profile. Alors pour ceux qui ne savent pas, une div en HTML, c'est tout simplement un bloc si vous voulez qui va venir stocker plusieurs éléments. Donc c'est une boîte si vous voulez qui va regrouper plusieurs éléments. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sortir de cette div puisqu'on va créer notre seconde partie de la barre de navigation. Et on va faire quoi? Eh bien, on va mettre une liste. Donc une liste en HTML, c'est UL et ensuite LI pour tous les éléments de la liste, d'accord? Donc ici, vous mettez UL et ensuite vous allez mettre LI pour le premier élément de la liste. Donc ici, ça sera pourquoi pas Facebook, comme ceci, pour le premier lien, pour le premier onglet. Ensuite, ça sera mes projets. Ensuite, on aura quoi? On aura curriculum vitae, voilà, c'est le CV et ensuite on aura donc mon blog comme ceci et c'est parfait. Voilà, donc ici bien évidemment vous allez pouvoir mettre des liens, d'accord, pour pouvoir par exemple rediriger vers d'autres pages de votre site. Par exemple ici, si je crée par exemple un fichier contact.html ou bien blog.html comme ceci, donc ce que je vais pouvoir faire c'est tout simplement de lier cette page avec notre page principale, notre page d'accueil. Donc pour cela vous mettez un lien à href comme ceci et dans l'attribut href vous allez mettre donc l'adresse de votre fichier blog.html. Donc ici ce sera blog.html puisque encore une fois notre fichier blog.html se trouve à côté de notre fichier index.html.
Donc ici, vous allez donc fermer cette balise A et vous allez mettre votre lien LI juste à l'intérieur, d'accord? Et comme ça, eh bien, vous allez pouvoir donc cliquer sur le lien ici mon blog pour atterrir vers la page blog.html qui est pour l'instant vide, ok? Mais pour le moment, eh bien, on ne va pas mettre de lien, donc on va pas mettre de lien ici blog.html et on va également donc supprimer notre fichier blog.html. Ok, donc voilà. Alors pour ceux qui se demandent quel éditeur de code j'utilise, eh bien j'utilise tout simplement VS Code, Visual Studio Code de Microsoft. Ok, donc maintenant, eh bien, j'enregistre la page et comme vous pouvez voir ici, vous avez bien l'image, le nom de l'auteur et ici, vous avez les onglets qui apparaissent correctement. Alors cependant, eh bien, la barre de navigation ne ressemble pas du tout à une vraie barre de navigation comme dans notre projet final. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore stylisé tout ça au niveau de notre fichier style.css. Eh bien, c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. On va donc se rendre dans le fichier style.css et on va venir appliquer plusieurs propriétés. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de modifier la police, puisque comme vous pouvez le voir ici, la police de texte est assez dégueu, comme vous pouvez le voir ici, alors que dans notre projet final, on a une police qui est pas mal, d'accord? Donc pour cela, eh bien, on va venir donc importer des polices. Donc pour cela, vous allez utiliser la bibliothèque Google Fonts, d'accord? C'est une bibliothèque de police proposée par Google. Donc vous tapez Google Fonts sur votre moteur de recherche et vous allez cliquer sur le premier lien. Ici, vous allez tomber sur cette page, d'accord? Et vous allez pouvoir rechercher vos polices, d'accord? Donc, dans mon cas, eh bien, on va utiliser deux polices. On va utiliser donc la première police qui correspond à du Noto 100 JP, donc c'est la police que j'utilise sur tout le site. À part ici, donc au niveau du header, vous avez une autre police qui se nomme Oswald, et pareil pour le titre qui se trouve ici. D'accord? Donc on utilise au total deux polices. Donc on va venir rechercher ces deux polices sur Google Fonts. Donc premièrement, on va rechercher Noto SANSJP, donc ici. Donc vous cliquez dessus. Voilà, vous allez arriver sur cette page et sur cette page, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs styles. Donc ici, dans mon cas, je vais utiliser donc le Light 300, donc je sélectionne ce style, je ferme ça et je vais également sélectionner donc le Regular 400, d'accord, le gras. Donc vous allez sélectionner ce style-là et comme vous pouvez le voir, si vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve à côté du bouton Download Family, eh bien vous allez pouvoir générer du code en cliquant sur Import pour pouvoir importer le style dans votre document CSS, dans votre fichier CSS. Alors on ne va pas tout de suite importer puisque comme je vous l'ai dit, on va également avoir besoin d'une autre police. Donc on va revenir en arrière et on va donc sélectionner la police Oswald. Voilà. Donc je clique dessus. Voilà. Et nous, on va juste ici sélectionner la police Light, le style pardon, Light 300. Donc on fait Select this style et on va donc cliquer sur le bouton. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, vous avez donc les deux polices qui sont importées. Vous avez Noto 100 JP et vous avez Oswald. Donc vous cliquez sur Import ici et vous allez pouvoir importer les deux polices avec le paramètre Import de CSS. Donc ici, vous allez donc importer tout ça au niveau de votre fichier style.css. Et pour pouvoir appliquer notre premier style, eh bien, vous allez donc appeler votre corps de page, c'est-à-dire votre sélecteur body, qui correspond simplement à la balise body, qui se trouve ici, d'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez donc importer la première police, puisque, comme je vous l'ai dit, la seconde police, eh bien, ça sera une police qu'on va appliquer juste au niveau de nos titres, c'est-à-dire le titre de notre header et le titre des projets, d'accord? Donc, vous allez importer juste la première police pour que tous les éléments qui se trouvent dans notre body possèdent la police Noto 100 JP, contrairement aux éléments qui se trouvent dans le header et dans la section ici qui présente les projets. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir ici que vous allez avoir votre police Noto 100 JP qui a été importée au niveau de votre page et qui a été appliquée au niveau de vos éléments. Et ça, c'est parfait. Alors je vais également en profiter pour appliquer d'autres styles à notre body, d'autres propriétés CSS à notre body, notamment donc ici une marge à l'intérieur du body. Donc on va mettre padding comme ceci et à l'intérieur du body, d'accord, donc à l'intérieur du corps de page, eh bien vous allez voir qu'on va pouvoir appliquer une marge de 0 en haut et en bas, mais de 2% à droite et à gauche. Ça va nous permettre notamment de pouvoir mettre des marges ici à gauche de nos éléments et à droite de nos éléments, comme au niveau de notre projet final. Ici, on a bien une marge à gauche et une marge à droite. Et c'est parfait. On va également retirer les marges qui se trouvent à l'extérieur de notre body. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est des marges internes et des marges externes, des marges intérieures et des marges extérieures, eh bien c'est très simple. En fait ici, si je sélectionne mon body,
Voilà, vous allez voir en fait, alors je vais resélectionner, vous allez voir qu'en fait on a des marges à l'extérieur du body. Donc ici on a des marges orange qui se trouvent ici. Pour les retirer, c'est très simple, vous utilisez la propriété margin comme ceci et vous mettez à 0 pour les retirer, d'accord? Donc maintenant si j'actualise ma page, si je replace mon curseur au niveau du body, vous allez voir qu'ici on n'a plus les marges à l'extérieur du body, donc c'est-à-dire les marges orange qui étaient appliquées tout à l'heure, d'accord? Mais par contre, ici, si vous regardez juste au-dessous, en dessous, pardon, ici, vous avez padding, d'accord? Ça s'appelle comme ça, puisque ce sont des marges à l'intérieur de notre body, d'accord? Et ici, comme vous pouvez voir, on a appliqué des marges à l'intérieur de 0 pixels en haut et en bas et de 15,4375 pixels à gauche et à droite, puisque ça représente 2% de notre page. Et voilà, donc il faut savoir que chaque élément de notre page en fait possède des marges à l'intérieur de l'élément et à l'extérieur de l'élément, pardon. Donc ici, par exemple, si je sélectionne mon titre, ici, d'accord, vous allez voir qu'ici on distingue bien les marges internes et les marges extérieures. Les marges internes, ce sont les marges bleues qui s'appliquent ici, d'accord, donc la marge bleue qui se trouve ici, et les marges externes, pardon, se trouvent donc à l'extérieur, c'est-à-dire les marges orange qui se trouve ici. D'accord? Donc comme on peut le voir ici, on peut bien distinguer les marges internes et externes. Voilà pour ça. Alors on va pouvoir donc passer à la suite, c'est-à-dire nous occuper de notre barre de navigation directement. Donc pour cela, vous allez spécifier votre balise nav, votre sélecteur nav qui correspond à la balise nav HTML. Alors dans ce premier sélecteur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va appliquer certaines propriétés. Alors notamment ici, on va utiliser ce qu'on appelle les flexbox, d'accord? Mais bien évidemment, c'est un concept assez avancé de CSS, donc je vais passer assez rapidement dessus pour pas vous embrouiller. Mais bien évidemment, j'ai également fait une formation, donc une formation disponible sur le site frenchcoder.fr où vous allez bien évidemment trouver un guide complet sur le sujet, sur les flexbox. Alors ici, on va utiliser les flexbox pour pouvoir notamment aligner comme ça nos éléments. Et encore une fois, si vous êtes un débutant, c'est pas très grave puisque je vais passer assez rapidement sur le sujet. Alors ici, pour commencer, on va mettre donc display flex comme ceci pour pouvoir aligner nos éléments, d'accord? Donc ici, si je vais au niveau de ma page, comme vous pouvez le voir ici, on a notre div profile et notre liste qui se sont alignés, d'accord? Ça veut dire qu'ici, en fait, il est allé au niveau de notre balise nav et il a vu les deux éléments ici, div profile et ul, qui sont les enfants directs de notre élément nav. Et en fait, eh bien, ces deux items-là, eh bien, il les a alignés tout simplement dans le conteneur nav. Ok, donc ça permet de faire ça au niveau du display flex. Ça permet tout simplement de lui dire qu'on va utiliser les flexbox, d'accord? Et en fait ici, c'est une propriété flex direction row qui a été appliquée pour pouvoir aligner nos éléments. Et par défaut, quand vous spécifiez display flex comme ceci, ça veut dire que vous lui dites que vous allez utiliser les flexbox dans le sélecteur, dans le conteneur nav. Et par défaut, eh bien, il va mettre la valeur de flex direction à row. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment des détails sur le fonctionnement des flexbox en CSS, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, on va passer assez rapidement dessus. Alors on va également pouvoir mettre la propriété flexwrap à wrap pour pouvoir en fait passer à la ligne lorsque les éléments ne rentrent pas. Alors ici on ne voit pas l'effet, pourquoi? Tout simplement parce que ici on a bien l'image, donc la div profile avec le texte qui se trouve ici et la liste qui rentre dans le même endroit, c'est-à-dire la barre de navigation. Par contre ici, si j'inspecte l'élément et que je me place par exemple ici à un format plus petit, donc ici, et bien comme vous pouvez le voir ici, et bien ici notre liste se place en dessous de notre div profile. Pourquoi? Parce que nos éléments ne rentrent pas au niveau de notre page. Donc c'est à ça que ça sert cette propriété flexwrap à wrap. Ok. Ensuite, on va également pouvoir appliquer la propriété justify content ici. Justify content, voilà, à space between, pardon, comme ceci. Alors j'arrive pas à écrire, donc space between, voilà, pour pouvoir mettre un grand espace en fait entre notre première div et notre liste, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, notre liste c'est un peu décalé, d'accord? Mais ici ça se voit pas trop, pourquoi? Parce que notre image est un peu trop grande. Mais si on se retrouve ici au niveau de notre projet final, ici comme vous pouvez le voir, on a un grand espace entre la liste ici et notre div profile, d'accord? Et ça c'est dû à la propriété justify content space between. Alors ensuite, on va également pouvoir aligner nos éléments à la verticale au niveau de notre barre de navigation. Pour cela, il va falloir utiliser la propriété des flexbox align items as center, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir que notre liste va se placer au même niveau que notre div, enfin plutôt au milieu en fait de notre barre de navigation. Et ça va nous permettre d'aligner comme ça notre div profile à nos onglets.
Ok, ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien, on va pouvoir modifier le positionnement en fait de notre barre de navigation. Puisque comme on peut le voir ici, si je me place au niveau du projet final, lorsque je défile, eh bien en fait on a la barre de navigation qui reste collée au-dessus de notre page. D'accord? Donc pour cela, eh bien vous pouvez mettre position ici à sticky comme ceci et ensuite vous allez mettre top 0 pour le mettre au-dessus de notre page, c'est-à-dire tout en haut. D'accord? Donc ça va nous permettre ici lorsqu'on défile, eh bien la barre de navigation va se placer au-dessus de notre page, va rester en fait au-dessus de notre page. Et on va également mettre la couleur d'arrière-plan, donc background color à white, pour pouvoir mettre la couleur d'arrière-plan à blanc. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque la barre de navigation reste au-dessus comme ça, eh bien si on n'applique pas de background color, c'est-à-dire de couleur d'arrière-plan à notre barre de navigation, eh bien ici en fait, c'est comme si la barre de navigation était transparente. Et ça, c'est pas très joli. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir donc nous occuper de notre div profile, donc, qui se trouve au niveau de notre barre de navigation. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va spécifier nav profile, puisque notre div profile est un item de notre barre de navigation, puisque au niveau de notre document HTML, comme tu peux le voir ici, notre item profile ici se trouve dans la barre de navigation. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un display flex comme ceci, comme d'habitude, pour pouvoir aligner les éléments. Donc ici, on a bien l'image qui s'aligne avec le texte, et comme tu peux le voir avec la propriété flex wrap ici, eh bien notre liste est passée en dessous de notre élément profile. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne rentre plus dans notre barre de navigation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va également mettre un align items ici à center. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement donc centrer notre titre à notre image. Donc ici, comme tu peux le voir, on a bien au niveau de notre projet final le nom de l'auteur, le prénom et le nom de l'auteur qui est centré au niveau de notre image. D'accord? Ça va nous permettre notamment d'aligner nos éléments. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va également pouvoir cette fois-ci modifier la taille de l'image. Puisqu'en fait, ici, comme tu peux le voir au niveau de notre projet, eh bien, la taille de l'image est beaucoup trop grande et du coup, on n'a pas bien vu en fait les effets qui ont été appliqués au niveau de chaque propriété. Donc pour cela, on va spécifier la balise IMG qui se trouve dans notre div profile, d'accord, qui se trouve ici. Donc pour cela, on va faire nav profile img cette fois-ci et vous allez donc modifier la largeur, par exemple, on va mettre à 40 pixels et la hauteur également. Donc width et height, on va fixer à 40 pixels et on va également mettre donc arrondir les bords. Donc pour cela, vous mettez border radius 50% pour arrondir au maximum. Comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir maintenant ici que l'image a été rétrécie, l'image a été réduite. Et comme vous pouvez voir maintenant, on voit bien l'espace qui se trouve au niveau entre en fait notre liste, c'est-à-dire nos onglets, et la div profile. Et là, on voit bien le commencement en fait de l'affichage de notre barre de navigation. Ok, donc maintenant on va pouvoir nous occuper du titre qui se trouve ici au niveau de notre div profile, puisque comme vous pouvez le voir, il est un peu trop grand. Donc pour cela, eh bien, on va pouvoir spécifier ici nav profile H1, voilà, puisque c'était un élément H1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir modifier la taille, c'est-à-dire font size, comme ceci, on va mettre à 15 pixels. Donc, comme vous pouvez voir ici, la taille a été réduite. Alors cependant, ici, on peut voir que le titre est un peu trop collé à notre image. Donc, pour pouvoir décoller ces éléments, eh bien, on va pouvoir appliquer une marge à l'extérieur à gauche de notre titre pour pouvoir donc espacer l'image du titre. Donc, pour cela, vous allez mettre donc margin left comme ceci pour la marge à l'extérieur à gauche de notre titre et on va mettre par exemple du 10 pixels comme ceci, 10 pixels comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, vous allez voir maintenant qu'on a un petit espace ici entre l'image et le titre et ça c'est parfait. Alors une fois qu'on a terminé avec la div profile, on va pouvoir passer à notre liste d'onglets. Donc pour cela, eh bien, on va pouvoir donc spécifier nav cette fois-ci UL, puisque rappelez-vous, notre liste, eh bien, c'est un élément UL en HTML, d'accord, qui stocke plusieurs éléments, plusieurs items si vous voulez, qui sont des LI. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà au niveau de cette balise UL, eh bien, on va faire pareil, on va aligner les éléments, donc display flex comme ceci, et on va également enlever, en fait, on va retirer les petits points qui se trouvent ici, entre chaque, avant chaque onglet, en fait, d'accord? Donc pour cela, vous mettez list type, style, enfin list style type, pardon, à none, comme ceci. Et vous allez voir que maintenant, eh bien, les points noirs qui se situaient avant nos onglets se sont retirés. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir nous occuper directement de nos nav ULLI, d'accord, de nos éléments LI qui se trouvent au niveau de notre liste. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va venir
mettre pareil que tout à l'heure, on va mettre en fait un espacement entre chaque élément. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'appliquer une marge à l'extérieur, à gauche de chaque élément, de 20 pixels, pourquoi pas. Donc pour cela, vous mettez margin left, 20 pixels, comme ceci. Donc maintenant, on peut voir que nos éléments vont s'espacer. Ensuite, on va également, pourquoi pas, mettre un curseur en pointeur lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de chaque élément. D'accord? Donc pour cela, vous mettez curseur pointeur comme ceci pour indiquer à l'utilisateur qu'il faut cliquer sur les liens. D'accord? Donc maintenant, si je place mon curseur au-dessus de chaque élément, on peut voir qu'il se modifie en un pointeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va mettre une bordure en bas, donc border bottom, de 1 pixel solide blanc. Alors ici, vous allez me dire, ça sert à quoi de mettre une bordure blanche en dessous de nos éléments, sachant qu'on ne les voit pas? Alors ça sert tout simplement à modifier la couleur de la bordure lorsque l'utilisateur va placer son curseur au-dessus de chaque élément. Puisque ici, au niveau de notre projet final, vous pouvez voir ici que lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque onglet, eh bien on a la bordure ici qui apparaît. En fait, elle n'apparaît pas, c'est juste que la bordure change de couleur. La bordure qui se trouve en dessous de nos éléments, d'accord? Et en fait, ici, de base, la bordure, elle est en blanc, d'accord? Et ensuite, lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque élément, eh bien la bordure devient noire. Donc pour cela, eh bien, lorsque l'utilisateur va passer son curseur au-dessus, donc pour cela, vous spécifiez nav ul li comme ceci, mais cette fois-ci, vous allez spécifier la pseudo-classe 2.over pour pouvoir spécifier lorsque l'utilisateur va placer son curseur au-dessus de l'élément. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme je l'ai dit, on va juste modifier la couleur de notre border bottom. Donc ici, vous allez mettre border bottom-color pour modifier la couleur et vous allez mettre du noir au lieu du blanc. D'accord? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, si vous placez votre curseur au-dessus des éléments, maintenant vous allez voir que la bordure apparaît. En fait, elle était toujours présente, mais on a juste modifié sa couleur. Et ça, c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, on a terminé notre barre de navigation au format paysage. Pourquoi je dis bien au format paysage? Puisque ici, si vous placez votre page au format mobile, par exemple, vous allez voir que vos éléments ne s'affichent pas correctement. Donc pour pouvoir régler ce problème, eh bien ici, par exemple, si je me place au niveau du projet final, vous allez voir qu'en fait, si je me place au format mobile, on a les onglets qui disparaissent. Par contre, ici, on a l'élément le plus important, c'est-à-dire l'image de l'utilisateur et l'image de l'auteur, si vous voulez, de la personne qui possède le portfolio. Et on a également son prénom et son nom qui se centrent au niveau de la barre de navigation. D'accord? Donc ça donne un effet assez sympa, enfin un style assez sympa à notre portfolio. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de détecter lorsque l'utilisateur se place au format mobile. Et ensuite, on va retirer les onglets et on va placer ça au milieu. On va placer notre div profile au milieu. Donc pour cela, comment faire? Eh bien en fait, en CSS, on a le concept de media query qui apparaît, qui existe en fait, qui nous permet d'appliquer des propriétés propres à différentes résolutions, c'est-à-dire à différentes tailles d'écran. Donc par exemple ici, on va pouvoir créer un media query. Donc vous mettez @media screen and entre parenthèses max width et par exemple vous allez mettre 700 pixels, d'accord? Comme ceci. Et à quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement, ici, on va pouvoir mettre notre code et ce code ne va s'exécuter que lorsque la taille d'écran, c'est-à-dire la largeur d'écran de l'utilisateur, est inférieure ou égale à 700 pixels, c'est-à-dire le format mobile en fait. D'accord? Du coup, eh bien, si la taille d'écran, c'est-à-dire la largeur d'écran de l'utilisateur est supérieure à 700 pixels, eh bien, le code qui se trouve ici ne va pas s'exécuter. Et maintenant, vous l'aurez compris, on va utiliser cette media query là pour pouvoir justement effectuer l'effet de tout à l'heure. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si la taille d'écran de l'utilisateur est inférieure ou égale à 700 pixels, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de la barre de navigation et on va centrer les éléments. D'accord? Donc vous mettez Justify Content, Center, comme ceci. Et comme ça, vous allez voir que si j'actualise ma page, vous allez voir que notre div profile va se placer au milieu de notre barre de navigation. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire pour les onglets? Donc c'est très simple, vous allez mettre nav ul comme ceci et vous allez mettre display num pour les masquer. D'accord? Donc si vous actualisez votre page, vous allez voir que les onglets disparaissent au format mobile. Par contre ici, si je me place au format paysage, on a bien donc nos onglets qui sont toujours présents. Et ça, c'est nickel. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, nous en avons terminé avec notre barre de navigation qui s'affiche correctement et qui s'adapte au format mobile et au format paysage. D'accord? Donc comme vous pouvez voir, c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite. Alors une fois qu'on a terminé la barre de navigation, eh bien on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la réalisation de notre header qui se trouve ici. Alors ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait,
notre contenu ici avec les projets réalisés, notre image et notre header, d'accord? Comme on peut voir, eh bien en fait, ils se trouvent dans une même section. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont le même niveau de marge, d'accord? Donc ici, comme on peut voir, de notre header jusqu'à notre footer, eh bien ici, en fait, on a une marge pour chaque élément, d'accord? Et en fait, je ne me suis pas embêté à appliquer à chaque fois des marges au header, des marges à l'image et des marges au projet. En fait, j'ai mis tous ces éléments-là dans une seule section que j'ai appelée par exemple page content, d'accord? Et j'ai pu ensuite appliquer une marge à gauche et à droite de notre page content et ensuite eh bien ça va s'appliquer pour tous les éléments, d'accord? Et bien c'est ce qu'on va faire, et bien on va pouvoir passer à la création de notre header qui se trouve ici. Donc pour cela on va venir donc nous rendre au niveau de notre document HTML, de notre page HTML, et qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement on va sortir de notre nav et on va venir créer une section, d'accord, comme je vous l'ai dit, et on va l'appeler page content comme ceci. Et cette section page content là va tout simplement stocker notre header, d'accord, notre image et nos projets, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce page content là? Eh bien, déjà, on va pouvoir mettre notre header. Donc, pour cela, ici, vous allez mettre la balise header pour spécifier notre header tout simplement en HTML. Alors, header en français, ça veut dire en tête. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de mettre votre titre, d'accord? Ici, hey, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Donc, vous allez copier ce titre-là et vous allez le coller ici. Alors, pas la peine de mettre des majuscules, hein, parce que c'est faisable en CSS. Donc, ici, vous allez pouvoir juste écrire hey, je suis un ingénieur en intelligence artificielle, comme ceci. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir également mettre la description du header. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a une petite description. Donc pour cela, vous allez donc copier ici la description au niveau de la page. Alors bien évidemment, vous aurez donc le code source en description. Donc vous allez copier ça et vous allez le coller entre la balise P, c'est-à-dire notre paragraphe. Et enfin, on va pouvoir mettre un bouton ici pour contacter. Donc ici, on a dit hey comme ceci. Et on va pouvoir placer le bouton dans le header. En dessous de notre paragraphe, on va mettre button comme ceci. Et on va donc écrire dit hey comme ceci. C'est parfait. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez avoir donc votre titre, votre description et votre bouton au niveau du header. Et ça, c'est parfait. Alors maintenant, on va pouvoir passer au code CSS pour la stylisation de notre header. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, on va appliquer nos marges au niveau de notre section Page Content. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir tout simplement spécifier Page Content comme ceci. Et vous allez donc spécifier ici une margine à 4%. D'accord? C'est-à-dire des marges à l'extérieur de 4%. D'accord? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'en haut, à droite et en dessous, vous avez donc une marge à l'extérieur de 4%. Et ça, c'est parfait. Alors ici, pour ceux qui ne savent pas, quand vous spécifiez un point avant un sélecteur, ça veut dire que vous sélectionnez une classe, d'accord? Donc ici, comme vous pouvez le voir, notre section possède la classe Page Content. Donc ici, dans le CSS, spécifiez bien .page content pour spécifier la classe Page Content. Ok. Alors, si c'était un ID, eh bien ici, vous mettez hashtag, d'accord? Mais ici, c'est une classe, donc vous mettez un point. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir spécifier, styliser, si vous voulez, notre header. Donc pour cela, vous allez spécifier page content header, puisque notre header se trouve dans notre page content. Et vous allez déjà, pourquoi pas, appliquer une marge à l'extérieur, en haut, de 5 pixels, de 5%, pour pouvoir ici séparer notre barre de navigation de notre header. Alors ici, ça se voit pas trop, puisque on avait déjà appliqué une marge ici au niveau du page content de 4%. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre également une largeur maximale au header. Donc pour cela, vous mettez max width comme ceci. Et par exemple, vous allez mettre 80%. D'accord? Donc ça va nous permettre justement de réduire en fait la largeur de notre header. D'accord? Puisque ici, comme vous pouvez le voir, on a un espace. Ici, notre header en fait ne prend pas 100% de l'espace qu'il peut occuper. D'accord? Il prend 80% de l'espace qu'il peut occuper au niveau de notre page content. D'accord? Et du coup, ça nous permet de donner un style assez sympa, comme vous pouvez le voir au niveau de notre header. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant pouvoir nous occuper du titre principal du header. Donc pour cela, vous allez spécifier donc page content header H1, puisque notre élément, donc notre titre est un élément H1. On va déjà pouvoir donc
retirer donc toutes les marges à l'extérieur du titre, puisque ici, rappelez-vous, quand vous inspectez la page et que vous sélectionnez par exemple votre titre, vous avez en fait ici une marge au-dessus à l'extérieur et une marge en dessous juste ici, d'accord? Et on va pouvoir retirer cette marge pour pouvoir remonter, si vous voulez, notre description au niveau de notre titre. Donc pour cela, vous mettez margin 0 au niveau de votre code. Et ici, maintenant, comme vous pouvez voir, eh bien, si vous actualisez votre page, vous allez voir maintenant que si vous placez votre curseur au-dessus de votre élément H1, eh bien, on n'a plus les marges orange qui s'appliquent en fait au niveau de cet élément-là. Et ça, c'est nickel. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également mettre le texte en majuscule. Donc, pour cela, vous mettez text transform uppercase comme ceci. Et si vous actualisez votre page maintenant, et vous allez voir qu'on a du texte en majuscule. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a en fait la même police qui a été appliquée, c'est-à-dire la police Noto 100 GP, qui a été appliquée au niveau de notre titre principal. Alors qu'ici, au niveau de notre projet final, en fait, on a un titre, on a une police, si vous voulez, différente, d'accord? En fait, la police qui a été appliquée ici, c'est la deuxième police qu'on a importée au niveau du début de ce tutoriel. Donc on a importé, rappelez-vous, la police Oswald. D'accord? Et du coup, en fait, au niveau de ce titre, eh bien, moi, ce que je veux, c'est d'appliquer la police Oswald. Donc, pour cela, vous mettez donc font family, comme ceci, et vous mettez des apostrophes, et vous allez spécifier votre police Oswald que vous avez importée, et par défaut, vous allez spécifier donc virgule sans serif. D'accord? Donc, maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que la police Oswald a été appliqué au niveau de notre titre. Et comme il faut voir, ça commence à ressembler à notre projet final. Alors on va également pouvoir agrandir la taille du texte. Donc pour cela, vous mettez font size comme ceci à 6 VW. Alors c'est quoi cette unité? Alors en CSS, l'unité VW signifie tout simplement view with. Donc en fait ici, on lui dit pour notre titre, donc pour notre texte, eh bien on veut qu'elle fasse en fait 6% de la largeur de notre page, d'accord? Et en fait 6VW va tout simplement lui dire de prendre 6% de la view width, c'est-à-dire enfin la largeur en fait de la partie de la surface visible par l'utilisateur au niveau de notre page, d'accord? Donc ça sert à ça view width, d'accord? Donc ici ça va prendre 6% du viewport, du view width, d'accord? Ok, donc comme vous pouvez voir maintenant, eh bien, on a bien le texte qui s'est agrandi. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir également nous occuper de notre description. Donc pour cela, vous spécifiez page content header P comme ceci, puisque notre description se trouve ici dans notre balise P. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va pouvoir donc en fait mieux espacer nos éléments, notre texte. Donc on va agrandir en fait l'espace qui se trouve entre chaque texte. D'accord? Donc pour cela, vous mettez line-8 comme ceci à 30 pixels, pourquoi pas. Et vous allez voir maintenant qu'en fait, l'espace qui est inséré entre chaque ligne eh bien, est agrandi. D'accord? Donc ensuite, on va également pouvoir modifier la couleur du texte. On va pouvoir mettre du gris, par exemple. Donc vous allez pouvoir mettre 81, 81, 81. Alors ici, j'ai mis 91 au lieu de 81. Donc vous mettez 8.1, 8.1 et 8.1. Comme ceci. Donc maintenant, avec ce code hexadécimal, on a pu donc appliquer une couleur grise à notre texte et ça c'est nickel. Alors une fois qu'on s'est occupé du titre et du texte, de la description, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien on va pouvoir nous occuper du bouton. Donc pour cela, vous allez spécifier donc page content header button, cette fois-ci pour le bouton. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez par exemple modifier la couleur d'arrière-plan, vous allez mettre à inherit pour prendre la couleur de son parent. Donc ici, ça va prendre la couleur blanc puisque, rappelez-vous, notre body est en blanc. D'accord? Et du coup, la couleur d'arrière-plan de notre bouton va être en blanc. On va également pouvoir retirer toutes les bordures qui se trouvent autour du bouton. Donc pour cela, on va pouvoir mettre border none, tout simplement. Donc border none, comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'au niveau de notre bouton, on n'a plus de bordure. Et ça, c'est parfait. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également mettre un outline, ici outline à none, puisque en fait, d'habitude, quand on clique sur un bouton, eh bien en fait, on a une couleur qui s'applique à la bordure du bouton, d'accord? Donc d'habitude, si vous êtes sur Chrome, parfois c'est du rouge, et si vous êtes sur Mozilla, parfois c'est du bleu, d'accord? Et pour pouvoir enlever en fait la bordure en bleu qui s'applique lorsque vous cliquez sur le bouton, eh bien vous mettez outline none, comme ceci.
Alors ici, si vous regardez bien, si je zoome au niveau de ma page, en fait ici on peut voir que le bouton, le texte du bouton plutôt, ne s'aligne pas avec nos éléments, c'est-à-dire notre titre et notre description. Ça c'est dû au fait qu'à l'intérieur du bouton, on a en fait des marges, d'accord? Donc si vous enlevez les marges à l'intérieur du bouton, donc si vous mettez padding 0 comme ceci, eh bien vous allez voir qu'en fait les marges vont s'enlever et maintenant le texte va bien se placer au niveau en fait de nos éléments. Et ça c'est parfait puisqu'en fait on a retiré toutes les marges à l'intérieur du bouton qui se trouve à côté du texte du bouton si vous voulez. Alors ensuite on va pouvoir également modifier la taille du texte du bouton. Donc ici vous allez mettre par exemple du 15 pixels. Donc si vous actualisez votre page, on a bien le texte qui s'agrandit un tout petit peu. On va également pouvoir mettre le texte en bold, c'est-à-dire en gras. Donc pour cela vous allez mettre font weight, c'est-à-dire la graisse du texte, vous allez mettre en bold. Et en fait ici bold signifie en fait 400 le bold 400, d'accord, le style pardon, de la police Noto 100 GP qu'on a importé. Rappelez-vous, on avait importé du regular, enfin du light 300 et du regular 400. Et du coup, si vous spécifiez du bold ici, eh bien il va prendre le maximum, c'est-à-dire le bold, enfin le regular 400. Ok, donc si vous actualisez votre page, maintenant votre texte est en gras. Alors qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien on va pouvoir mettre une bordure en dessous de notre texte. Donc pour cela vous allez pouvoir mettre border comme ceci et vous mettez du coup border bottom puisque ça sera en dessous de notre texte et on va pouvoir mettre une bordure de 1 pixel solide CCC, c'est-à-dire une bordure grise. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir ici qu'on a bien une bordure grise qui s'applique en dessous de notre texte. Et ça, c'est nickel. Alors cependant, ici, notre bordure est un peu trop collée à notre texte. Donc pour pouvoir décoller tout ça, on va quand même pouvoir mettre ici un padding, d'accord, un padding bottom, donc une marge à l'intérieur en bas de pourquoi pas 5 pixels, comme ceci. Voilà, donc maintenant si vous actualisez votre page, vous allez voir maintenant qu'on a un espace entre la bordure et le texte. Alors ici, ce que vous pouvez faire également, c'est de retirer ce padding bottom ici de 5 pixels. Et en fait, ici au niveau du padding général, en fait vous allez, au lieu de mettre padding comme ceci, vous allez mettre padding left comme ceci, pour retirer en fait la bordure en fait qui a été appliquée. Alors ensuite, eh bien, comme pour les onglets de la barre de navigation, moi ce que je veux, c'est que lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus donc, du bouton, eh bien, je veux qu'il sache en fait qu'on puisse cliquer sur le bouton. Donc pour cela, eh bien, vous mettez curseur pointeur pour mettre le curseur de l'utilisateur en un pointeur lorsqu'il place son curseur au-dessus du bouton. Donc maintenant, si j'actualise ma page, alors ici, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas actualisé, mais si j'actualise ma page maintenant, eh bien, vous allez voir que le curseur de l'utilisateur passe en un pointeur lorsqu'on place le curseur au-dessus du bouton. Ok, alors moi ce que je veux également, c'est que ici dans mon projet final, en fait, ici lorsque je plaçais mon curseur au-dessus du bouton, et bien ici on avait la couleur qui se modifie, d'accord? En fait, les couleurs s'inversent si vous voulez, d'accord? La couleur de la bordure devient noire et la couleur du texte devient en gris. Ok, donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut encore une fois utiliser le 2.over, la pseudo-classe over qu'on a utilisé comme pour les LI de notre barre de navigation. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous spécifiez page content header button et vous spécifiez 2.over pour la pseudo-classe over qui détecte lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus du bouton. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la couleur du texte, comme je vous l'ai dit, donc color vous mettez en gris, donc CCC, et la border bottom color. D'accord, donc border bottom color. La couleur de la bordure en dessous du texte va être en noir, comme ceci. Alors ici, j'ai mis border bottom bottom, donc ça sera border bottom color. Ok, donc maintenant, si vous actualisez votre page, si maintenant vous placez votre curseur au-dessus du bouton, comme vous pouvez voir maintenant, les couleurs s'inversent et ça, c'est nickel. Ok, bah maintenant, si je me place au format mobile, en fait, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien en fait, on a toujours la largeur maximale de 80% qui est appliquée, d'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est qu'au format mobile, en fait, nos éléments fassent 100%, occupent 100% de la place qu'ils peuvent occuper. Donc pour cela, vous spécifiez ici au niveau du media query, d'accord? Quand la taille d'écran, c'est-à-dire la largeur d'écran de l'utilisateur est inférieure ou égale à 700 pixels, moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement de mettre page content ici, page content header, donc je veux que le header, alors j'arrive pas à écrire du tout aujourd'hui, je sais pas pourquoi, eh bien je veux déjà que l'on augmente les marges à l'extérieur en haut, je veux maintenant mettre à 10%, comme ceci, d'accord? Comme ça, eh bien, notre header va descendre un peu plus bas de notre barre de navigation. Alors ici, j'ai oublié le point virgule, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, comme vous pouvez voir, eh bien, notre header
est descendu un peu plus bas. Et ensuite, on va également mettre un max suisse, comme ça, on modifie la largeur maximale à ne pas dépasser, ça sera 100%. D'accord? Donc si vous actualisez votre page maintenant, et bien comme on peut le voir maintenant, on a bien donc notre header qui occupe 100% de la taille, de l'espace qu'il peut occuper. Ok, comme on peut le voir, on a terminé notre header, donc ça c'était plutôt facile. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir nous occuper de l'image qui se trouve ici, d'accord? Donc ça aussi, ça va être assez simple, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va pouvoir donc revenir au niveau de notre fichier index.html, on va sortir du header, d'accord? Mais toujours dans la page content, on va créer une autre section, d'accord? Qu'on va appeler, pourquoi pas, image, pourquoi pas. Donc, ou bien presentation image, c'est plus explicite. Donc, presentation image, comme ceci. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre tout simplement l'image, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de SRC, c'est-à-dire la source de l'image, la destination de l'image, vous allez mettre image, puisque notre image se trouve dans le dossier image, et vous allez mettre également donc mainimage.jpg, c'est le nom de notre image, d'accord? Alors ici, si vous allez dans le code source de la description, les images, elles sont déjà en ligne, donc pas la peine de mettre un dossier image et mettre des images à l'intérieur. J'ai déjà upload pour vous les images en ligne, donc il vous suffit juste de mettre l'URL de l'image, d'accord? Au niveau de ALT, c'est-à-dire la description de l'image, ça c'est très intéressant pour le référencement notamment. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire par exemple presentation image comme d'habitude, donc ou bien AI image comme ceci, c'est-à-dire artificial intelligence image. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, notre personnage est un ingénieur en intelligence artificielle. Ok, sauf que maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'en fait ici, notre image est beaucoup trop grande, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que en fait cette image prenne tout simplement 100% de la taille qui lui est attribuée, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va dans notre fichier style.css et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va venir placer un nouveau code. Donc on va venir ici page content, voilà, page content. Et cette fois-ci, on n'est pas dans notre header, donc vous écrivez pas header et vous allez donc écrire presentation image. Donc c'est la classe de notre section. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va mettre déjà un margin top de 5%. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir en fait ici espacer donc notre élément, notre header en fait de notre image. D'accord? Pour pouvoir mettre un espace entre les deux. Alors comme je vous l'ai dit, on va venir placer notre image correctement. Donc pour cela, vous allez spécifier encore une fois presentation image, mais cette fois-ci, vous spécifiez bien la balise IMG. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire que la largeur maximale que tu peux occuper, ça sera 100% de l'espace. Ok? Donc maintenant, comme on peut le voir, notre image va occuper 100% de la div, de la section presentation image. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va également, alors j'ai oublié de préciser, mais en fait max suisse, ça signifie largeur à ne pas dépasser, c'est-à-dire largeur maximale finalement. D'accord? Et du coup, notre image ici ne pourra pas dépasser la taille de 100%. Tout à l'heure, l'image était beaucoup trop grande. Pourquoi? Parce qu'elle a dépassé la taille de 100% au niveau de la largeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, pour la hauteur, alors ici, vous n'êtes pas obligé de spécifier, mais on va quand même le spécifier pour être plus précis. Vous pourrez mettre donc 8 à auto, d'accord? Comme ça, il va se charger d'appliquer une hauteur automatique à notre image. Donc ça va nous permettre d'avoir comme ça une image qui se place, qui s'affiche correctement en fait. Ok? Donc comme vous pouvez voir maintenant, c'est parfait. D'ailleurs ici, si vous placez au format mobile, voilà, donc vous inspectez l'élément, vous cliquez ici sur le device, toggle device toolbar, et vous allez voir que votre image s'adapte également à la taille d'écran mobile. Donc votre image est bien responsive. Alors ce que vous allez pouvoir faire également, c'est pourquoi pas, lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de l'image, c'est pourquoi pas modifier la luminosité par exemple. Alors ici dans le projet final que je vous ai présenté au départ, en fait on n'a pas fait cet effet, d'accord? Mais bien évidemment vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est votre page après tout. Donc c'est juste pour vous montrer ce que vous allez pouvoir faire. Ici vous allez pouvoir mettre IMG, over, quand l'utilisateur va placer son curseur au-dessus de l'image, on va pouvoir baisser la luminosité. Donc vous allez mettre filter, brightness, entre parenthèses 50%, comme ceci. Donc on va mettre la luminosité qui était de base à 100%, on va la mettre à 50%, c'est-à-dire on va diminuer de la moitié. Donc ensuite, ici, si j'actualise ma page, vous allez voir que maintenant, quand je place mon curseur au-dessus, on a la luminosité qui diminue. Alors ensuite, vous allez également pouvoir mettre une transition pour éviter d'avoir un effet instantané lorsque je place mon curseur dessus. Donc vous allez pouvoir par exemple mettre ici transition
Et au niveau du filter, vous allez mettre une transition de 0,5 secondes. Et maintenant, si je place mon curseur dessus, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a cet effet qui se met en place au niveau de l'image. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors moi, j'aime pas trop cet effet. Du coup, eh bien, je vais la retirer. Donc, je vais retirer tout ce que j'ai écrit. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir maintenant, on a bien le header et l'image qui s'affichent correctement et qui s'adaptent au format mobile. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la mise en place de la section des projets, d'accord, des projets réalisés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple, on va revenir dans notre fichier index.html, on va sortir de notre section Presentation Image et on va créer une nouvelle section qu'on va appeler par exemple Project, comme ceci, Section, comme ceci, la section des projets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Eh bien, premièrement, on va venir donc afficher un titre principal. Donc ici, comme vous pouvez voir, dans notre projet final, on a le titre « Projet réalisé ». Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire « Projet réalisé », comme ceci. Ok. Alors ensuite, une fois qu'on a écrit le titre, on va également pouvoir mettre les petites colonnes qui se trouvent ici. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en dessous du titre, on va créer une div qui va s'appeler, donc en fait, une div, c'est une boîte, tout simplement. On va créer une boîte qui va s'appeler Project, comme ceci, et qui va tout simplement stocker toutes les petites colonnes des projets, de chaque projet. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez créer dans cette div, dans ce conteneur-là, eh bien, vous allez tout simplement créer plusieurs items, notamment tous vos projets. Et chaque item possédera la même classe pour que quand on va appliquer des propriétés, enfin des styles dans notre fichier style.css à cette classe-là, eh bien, ça va s'appliquer sur tous les projets, sur tous les éléments qui se trouvent ici. D'accord? Donc ici, comme je vous l'ai dit, ils auront la même classe. Donc ici, vous allez créer une div de classe project, cette fois-ci sans S, et vous allez créer par exemple ici 5 projets, d'accord? Donc 5 divs. Donc vous mettez x5 comme ceci, et ici donc vous allez mettre div class project, div class project, div class project, et vous allez faire ça 5 fois, ok? Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien dans chaque div, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien ce que je veux faire, c'est tout simplement de mettre un titre, d'accord? Le nom du projet, pourquoi pas. Donc vous allez mettre ici un titre de niveau 4, donc vous mettez H4. Vous allez mettre par exemple, on va rien écrire pour le moment, d'accord? Et ensuite, on va également pouvoir mettre dans chaque projet, on va mettre également un paragraphe, donc c'est-à-dire une description. Donc on va mettre classe description, comme ceci. Et on va mettre ici, on va rien mettre également, donc on va toucher à ça plus tard. Et on va enfin mettre un autre paragraphe donc, qui va présenter la date, d'accord? Donc ici, comme vous pouvez voir, vous avez date 2015-2016, 2016-2017, etc. Donc ici, on va écrire dates, pourquoi pas, ok? Donc voilà, donc je réitère ce que j'ai fait. Eh bien, tout simplement, j'ai créé une section qui s'appelle Project Section, qui va stocker donc notre nouvelle section. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un titre projet réalisé. Et à l'intérieur de la section, on va mettre plusieurs colonnes comme ça qui présentent différents projets. Et dans chaque projet, donc dans la div Project, eh bien, dans chaque projet, c'est-à-dire la div Project cette fois-ci, donc en fait, les items, c'est-à-dire chaque projet se trouve dans la div Project, ok? Et donc, eh bien, dans chaque projet, donc dans chaque élément project, on a donc un titre pour le projet, on a une description et on a des dates. D'accord? Donc ça se répète 5 fois pour avoir 5 projets. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, tout simplement, alors bien évidemment, libre à vous d'avoir d'autres projets. D'accord? Vous pouvez avoir 10 projets, 20 projets, etc. Ok, donc au niveau du premier projet, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais écrire un robot créateur de cookies. D'accord? Donc je copie et je colle. Pour la description, je vais mettre un lorem comme ceci. Alors, je vais mettre ça partout en fait, d'accord? Ça sera le même lorem pour tous les projets. Donc ici, je copie et je colle comme ceci. Et ensuite, pour la date, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre date 2015-2016 comme ceci. Donc, je copie ça, voilà, et je place ici pour chaque date également, pour chaque projet, je vais coller dans la balise p date, eh bien, je vais coller cette date. Et ensuite, c'est très simple, on va pouvoir modifier comme ça pour chaque projet. Donc ici, pour le deuxième projet, le titre, ça sera prévision du caractère humain. Donc on va aller dans la deuxième div project. On va placer le titre juste ici. Et au niveau des dates, il suffit de modifier 2016 et 2017, comme ceci. Au niveau du troisième projet, on va mettre création d'un assistant vocal. Donc je copie. Voilà, donc bref, je pense que vous avez compris le fonctionnement. Donc vous mettez 17 et 18. Ensuite, au niveau du quatrième projet, on va mettre un autre truc. Voilà. Et au niveau des dates, on va mettre 2018, 2019. Et enfin, donc on aura un 2019, 2020. Alors c'est très bizarre parce qu'en fait, ici, ça s'arrête à 2021. Donc je pense que j'ai zappé un truc. Donc 1, 2, 3,
4. Bon, bref. Ensuite, au niveau du cinquième, eh bien, il suffit juste de placer le titre. Voilà. Donc, si vous actualisez votre page maintenant, eh bien, comme vous pouvez le voir, vous avez bien les 5 projets réalisés. Donc, un robot créateur de cookies, prévision d'un caractère humain, création d'un assistant vocal, reconnaissance de forme et algorithme de reconnaissance d'objets. Ok. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir donc styliser tout ça dans notre fichier style.css. Donc pour cela, eh bien, il va falloir déjà commencer par déclarer notre page content project section. Voilà, donc project section, comme ceci. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois écrire page content ici, vous pouvez très bien écrire project section, mais en fait ici j'écris tout le temps ça pour pouvoir vous aider à mieux vous repérer dans le code. Et d'ailleurs c'est plus précis et CSS apprécie mieux ça. Pourquoi? Parce que ça vous évite de vous retrouver avec plein de bugs par la suite. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire également? Alors ici, déjà pour cette nouvelle section, on va également mettre une margin top de 6%, pourquoi pas, pour pouvoir donc en fait mettre une marge à l'extérieur de 6% afin d'éloigner notre image de notre nouvelle section. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va maintenant nous occuper de notre titre principal au niveau de la section, c'est-à-dire de l'élément H1. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, on va venir modifier la font family, c'est-à-dire la police d'écriture en fait. Comme pour notre header en fait ici, on va mettre du Oswald, d'accord? Donc vous mettez apostrophe Oswald, comme ceci, et comme police par défaut, on va mettre sans sérif. Donc si vous actualisez votre page maintenant, comme vous le voyez, eh bien la police est bien appliquée ici en Oswald. Ok, donc ensuite, on va également faire un text transform uppercase pour pouvoir mettre le titre majuscule. Et ensuite, on va également agrandir la taille du texte. Donc cette fois-ci, on va utiliser encore les view with. Rappelez-vous, donc vous mettez font size et on va mettre 3 VW comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir que la taille de votre police va prendre tout simplement 3% de la view with. Ok. Donc une fois qu'on a terminé avec le titre, eh bien on va pouvoir passer à la div project qui stocke en fait tous nos projets. Donc pour cela, vous allez spécifier page content project presentation project comme ceci, donc la div qui stockait tous nos éléments project. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va utiliser les flexbox tout simplement comme pour la barre de navigation. On va mettre un display ici à flex comme ceci pour aligner nos éléments. Voilà. Et on va également mettre un flex wrap à wrap comme ceci pour passer à la ligne si les éléments ne rentrent pas. Donc comme vous pouvez voir ici, en fait, on a deux éléments qui rentrent sur une même ligne et les autres éléments, eh bien, ils passent à la ligne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le conteneur. Ok? Du coup, pour pouvoir faire rentrer tous les éléments dans le même conteneur, dans la même section, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout simplement de mettre une max width, c'est-à-dire de réduire la marge, de fixer une largeur maximale à vos éléments. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va donc sélectionner project session, ensuite on sélectionne donc projects et project, d'accord? Donc tous les projets qui se trouvent dans la div project. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien comme je vous l'ai dit, on va fixer une largeur maximale pour pouvoir les faire rentrer en fait au même endroit. Donc vous allez mettre par exemple 195 pixels, voilà, donc je pense que c'est assez. Et comme il faut voir maintenant, eh bien nos éléments rentrent dans la même div, la div projects avec S. Ok, donc ensuite on va également pouvoir espacer les éléments, d'accord? Donc par exemple ici on va pouvoir mettre un espace, des marges en fait à l'extérieur à gauche des éléments pour pouvoir les espacer. Donc pour cela vous mettez margin left comme ceci, donc une marge à l'extérieur à gauche des éléments, enfin plutôt à droite puisque si je mets à gauche, et bien ici du coup ça va également décaler le premier item, d'accord? Du coup je vais mettre à droite. Ok, à droite de chaque élément, on va mettre une marge de 20 pixels comme ceci. Et bien maintenant, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a les éléments qui sont espacés. Ok, donc là on commence à avoir un joli design, d'accord, mais c'est pas fini, d'accord. On va maintenant nous occuper du titre de chaque projet, d'accord. Donc pour cela vous allez spécifier project session project et vous allez spécifier le titre de niveau 4, c'est-à-dire le titre H4. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà on va mettre un margin 0 pour pouvoir retirer chaque marge et remonter si vous voulez la description au niveau du titre. Alors une fois qu'on a fait ça, on va également maintenant pouvoir nous occuper de notre élément description, d'accord, de la description de nos projets. Puisque rappelez-vous, notre description de chaque projet en fait possède la classe description. Donc il suffit juste d'appeler la classe description qui se trouve ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà on va pouvoir donc modifier la taille du texte. On va mettre par exemple à 10 pixels comme ceci. Donc si j'actualise ma page ici, comme vous pouvez voir, eh bien on a bien le texte qui s'est mis à 10 pixels. Alors ici je viens de remarquer qu'au niveau de notre premier item on n'a pas de description. J'ai oublié de mettre une description, donc on va venir la mettre. Donc je vais la mettre juste ici.
Donc maintenant, si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a bien la description qui a été redimensionnée. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de nos dates. Donc pour cela, vous allez au niveau de votre fichier CSS et au lieu de description, cette fois-ci, vous allez spécifier la classe date avec un S. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez donc modifier déjà la taille du texte. Donc vous allez mettre font size à 13 pixels, pourquoi pas, un peu plus grand que la description. Et vous allez également modifier la couleur du texte. Donc par exemple, vous allez mettre du gris. Donc pour cela, vous allez par exemple utiliser du code hexadécimal ou RGB ou RGBA d'ailleurs. Donc pour cela, vous mettez par exemple RGB comme ceci et vous pouvez mettre 145, 145, 145. Donc le niveau de rouge, ça sera 145, le niveau de vert, ça sera 145 et le niveau de bleu, ça sera 145. Et du coup, mélanger tout ça, et bien ça va donner du gris. Ok, donc maintenant si j'actualise ma page, vous allez voir que maintenant on a bien les dates qui s'affichent correctement. Et comme vous pouvez le voir, et bien comme dans notre projet final, et bien tout s'affiche correctement. Cependant, ici si je me place au format mobile, comme vous pouvez le voir, et bien en fait on a nos éléments qui s'affichent à peu près correctement, mais pas vraiment correctement, tout simplement parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on a fixé une largeur maximale, par exemple, ok? Et d'ailleurs, ici, le titre principal n'est pas visible du tout, ok? Donc, on va pouvoir modifier tout ça au format mobile. Donc, pour cela, on va revenir au niveau de notre Media Query, et on va pouvoir, ici, appliquer des propriétés à notre section Project Section, pardon. Donc, pour cela, vous allez spécifier déjà Page Content Project Session, comme ceci, section. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez agrandir la marge de 15% au-dessus de l'élément. D'accord? Ça va nous permettre d'un peu plus espacer notre élément de notre image. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir agrandir notre texte. Donc, pour cela, vous allez spécifier le H1. Alors ici, vous allez voir que je vais utiliser une nouvelle unité qui va s'appeler EM, d'accord? Donc ici, je vais mettre 1,5 EM. Alors EM, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, EM, c'est l'unité qu'on utilise pour agrandir du texte de sa taille initiale. Par exemple ici, initialement, la taille du texte H1, par défaut, c'est à 1 EM, d'accord? Et du coup ici, on veut que ça soit à 1,5 EM. Donc en fait, on agrandit 1,5 fois de la taille initiale, ok? Donc on fait en fait 1,5 fois 1, et ben ça donne 1,5 EM, ok? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien on a en fait notre titre qui s'agrandit. Alors si vous n'avez pas très bien compris, je vais mettre par défaut 1 EM. Donc ça, c'est la taille par défaut d'un élément H1, ok? Donc ici, comme vous pouvez le voir, au niveau de notre page, on a bien donc la taille qui a été redimensionnée. Maintenant, si je veux faire 1,5 fois plus de cette taille actuelle, c'est-à-dire 1 EM, eh bien je mets 1,5 EM. Ça veut dire qu'en fait, ici, on multiplie par 1,5 la taille initiale qui a été fixée par défaut par votre navigateur. Donc ici, vous actualisez votre page et on a multiplié par 1,5 et du coup, maintenant, comme vous pouvez le voir, la taille du texte a augmenté. Ici, si je fais 10 fois plus, donc ici 10 EM, vous allez voir que la taille du texte sera énorme, ok? Puisqu'on a multiplié 10 fois. Donc ici, on va mettre 1,5 EM, ok? Donc c'est pas grave si vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez vous renseigner sur les différentes unités de mesure en CSS. Vous allez trouver plein d'articles sur ce sujet sur Google. Ok, donc une fois qu'on a terminé ça, eh bien on va pouvoir passer à chaque projet. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va spécifier Page Content, Project Presentation, Project, ok? Donc ça sera les projets qui se trouvent dans notre div project. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on va pouvoir retirer la margin right qu'on a appliquée ici. Voilà, donc ici, on va pouvoir retirer cette marge-là, d'accord? Ça sert à rien de mettre une margin right alors que nos éléments s'empilent, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un margin bottom, c'est-à-dire une marge en bas, d'accord? Pour pouvoir séparer en fait chaque élément, d'accord? Pour pouvoir en fait mettre un petit espace en dessous de chaque élément. Donc vous mettez margin bottom, une marge à l'extérieur en dessous des éléments de 20 pixels, comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'on a un espace qui s'agrandit un peu plus entre chaque élément. Et enfin, eh bien, on va pouvoir redonner à César ce qui était à César. Eh bien, on va mettre la max suisse à 100% pour pouvoir leur dire d'occuper 100% de la taille qu'ils peuvent occuper au niveau de notre div project. Donc pour cela, vous allez mettre donc max width 100% puisque par défaut, on avait mis un max width de 195 pixels, ok? Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous pouvez voir que vos éléments vont prendre 100% de la taille qu'ils peuvent occuper. Et comme vous pouvez voir maintenant, on a terminé pour cette section.
d'accord? Donc comme vous pouvez le voir maintenant, on a bien tout qui s'affiche correctement au format mobile et pareil pour le format paysage, pour le format ordinateur. Et ça, c'est nickel. Bien voilà, une fois qu'on a terminé cette section des projets à réaliser, eh bien on va pouvoir passer à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire la réalisation de notre pied de page, c'est-à-dire le footer, ok? Alors pourquoi je dis avant-dernière étape? Tout simplement parce qu'il nous reste encore l'étape d'hébergement, de mise en ligne du site sur Internet, ok? Alors c'est parti, donc on va pas trop tarder puisqu'il nous reste encore ça à faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va revenir au niveau de notre fichier index.html et on va non seulement sortir de notre section project section, ok, mais on va également sortir de notre section page content. Pourquoi? Puisque notre pied de page ne fait plus partie du contenu de notre page. Pourquoi? Parce qu'en fait cette section, comme je vous l'ai dit, regroupait juste les éléments qui possédaient une marge juste à gauche et à droite ici, d'accord? Or ici, si je descends au niveau de ma page, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de notre footer, eh bien la marge n'est pas présente. Ça veut dire que notre footer ne fait pas partie de la section qui possède cette marge-là, ok? Et du coup, cette section-là, c'était la page content. Donc on va devoir sortir de cette section page content et on va créer notre footer, d'accord? Donc vous allez écrire footer pour pied de page en HTML. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, il va falloir juste placer 3 colonnes comme ceci. Donc pour cela, vous allez par exemple faire comme ça 3 colonnes. Donc vous allez créer 3 divs qui vont posséder la même classe, c'est-à-dire la classe colonne. Et vous allez donc créer div class colonne, div class colonne, div class colonne. Ok. Donc dans chaque div, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va mettre un titre de niveau 3 et on va mettre par exemple des paragraphes. Donc par exemple on va mettre 3 paragraphes. Ok. Donc dans la première colonne, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien on va mettre par exemple mes services comme ceci. Alors ici, je n'arrive pas à copier, donc ici, je mets mes services. Ensuite, ce sera développement de projet IA. Alors, je vais tout copier, pourquoi pas. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à copier, donc je vais juste écrire développement de projet IA, comme ceci. Ensuite, je vais mettre prestations en IA. Donc, je me rappelle juste de ce que j'ai fait, donc ça sera investissement, si je ne me trompe pas, en entreprise IA, comme ceci. Donc, dans la deuxième colonne, j'avais mis mon entreprise, comme ceci, mon entreprise. Et ensuite, pour les 3 paragraphes, j'ai mis équipe constituée de 20K, donc 20 000 ingénieurs, comme ceci. Alors ça fait beaucoup, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc ici, c'est juste un site aléatoire. Donc ici, vous mettez une communauté active mondiale. Et ensuite, vous allez mettre donc une entreprise à but lucratif. Ça fait de la moula. Alors enfin, eh bien, au niveau de la troisième colonne, vous allez mettre par exemple mes adresses, ok, donc les adresses de la personne en question, et ça va mettre artificial@gmail.com. Donc on va mettre 3 adresses mail qui n'existent absolument pas, enfin je sais même pas si elles existent plutôt. Donc intelligence@gmail.com et enfin on aura donc Google Science google.com. Ok, c'est parfait. Donc si maintenant j'actualise ma page, vous allez voir qu'on a bien les 3 colonnes qui s'affichent ici. D'accord? Enfin, pour l'instant, elle ne s'affiche pas correctement puisqu'on n'a pas encore stylisé tout ça au niveau de notre projet CSS, ok? De notre fichier CSS. C'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Donc, vous allez vous rendre au niveau de votre fichier style.css et on va donc ici déclarer notre footer, notre sélecteur footer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, premièrement, on va mettre par exemple une margin top de 5%. C'est-à-dire qu'on va venir en fait espacer notre footer de 5% de nos projets, donc de la section qui stocke les projets. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aligner toutes les colonnes, tous les items de notre footer. D'accord? Donc pour cela, vous mettez les flexbox, display flex comme ceci. Et maintenant, comme vous pouvez voir, eh bien, chaque élément s'aligne. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on va également mettre un flex wrap à wrap pour que lorsque les éléments ne rentrent pas sur une seule ligne, eh bien, on les passe à la ligne suivante. Ok? Donc là, pour le moment, nos éléments rentrent bien sur la ligne. Eh bien, du coup, elles ne passent pas à la ligne suivante. On va également mettre un justify content à notre footer, donc justify content space around pour pouvoir mettre de l'espace autour des éléments. Ok, donc ici vous aurez des espaces avant et après, mais des espaces aussi entre chaque élément. Ok, donc ça c'est super. Ensuite on va mettre un background color à 000, donc en black comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, vous avez la couleur d'arrière-plan qui est modifiée. Et on va mettre donc la couleur du texte en blanc comme ceci pour voir le texte. Donc si vous actualisez votre page, c'est parfait. Et on va également mettre une marge de 10 pixels à l'intérieur de notre footer pour pouvoir espacer un peu nos éléments. Donc pour cela, vous mettez padding 10 pixels comme ceci. Ok.
Donc comme tu peux le voir maintenant, eh bien on a bien notre footer qui commence à prendre forme. Maintenant, il va falloir tout simplement modifier certains styles ici, certaines propriétés, notamment pourquoi pas la taille du texte et la couleur du texte. Donc pour cela, eh bien on va commencer par on va terminer d'ailleurs par les paragraphes. Donc pour cela, vous mettez colonne P, comme ceci, d'accord? Donc en fait, ce sont les paragraphes qui se trouvent dans nos colonnes. Alors d'ailleurs ici, pour les paragraphes, vous pouvez très bien, comme au début du tutoriel, pour les onglets, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez mettre un lien comme ceci qui va pointer vers une page de votre site, par exemple, about.html, par exemple, comme ceci, et vous entourez comme ça le paragraphe d'un lien, ok? Et comme ça, eh bien, vous allez pouvoir créer une page qui va s'appeler about.html, et du coup, lorsque vous allez cliquer sur le lien développement de projet IA, eh bien, ça va rediriger vers about.html, ok? Donc ça, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet et maintenant, eh bien, j'essaie de répondre de mon mieux. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire également? Eh bien, je vais donc, pourquoi pas, réduire la taille du texte. Donc, je vais mettre font size à 12 pixels, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, on a bien la taille du texte qui a été modifiée. On va également modifier la couleur du texte. On va mettre du gris. Donc, vous allez mettre color CCC. Ok, donc comme ceci, eh bien voilà, notre texte a été modifié. D'accord? Et on va également mettre un curseur pointeur pour pouvoir indiquer à l'utilisateur qu'il faut cliquer dessus lorsqu'il place son curseur au-dessus. Donc, comme vous pouvez voir ici, si je place mon curseur au-dessus des éléments, mon curseur devient un pointeur. Et enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? Eh bien, on va pouvoir éclaircir notre texte, donc P2.over, lorsque l'utilisateur va passer son curseur au-dessus de chaque paragraphe. Donc pour cela, vous allez modifier la color comme ceci et vous allez mettre en blanc comme ceci. Et du coup, maintenant, si je place mon curseur au-dessus des éléments, au-dessus du texte, eh bien, comme vous pouvez le voir, eh bien, la couleur du texte a été modifiée. Alors, dans le cas où vous aviez mis un lien, donc ici, par exemple, ahref, about, etc., là, d'accord? Donc, si vous aviez mis un lien, en fait, remarquez ici, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'en fait, on a un truc bleu qui apparaît, ok? Donc pour pouvoir éviter d'avoir ce truc bleu, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ici de mettre footer, colonne, au lieu de spécifier P, vous allez spécifier A, d'accord? Les liens A. D'ailleurs ici, il faut le mettre au-dessus de nos paragraphes. Donc ici, je vais mettre ça ici, ok? Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de mettre un text decoration à none, comme ceci, pour enlever le truc bleu qui apparaît au niveau de vos liens, ok? Donc maintenant, si je reviens au niveau de ma page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on n'a plus la couleur bleue qui apparaît au niveau des liens. Et comme ça, eh bien, ça masque un peu que c'est un lien, en fait. Ok? Donc ici, on va pouvoir retirer ça parce que moi, j'ai pas envie de mettre de lien. Ok? Donc je vais enlever la balise A avant et après notre balise P. Ok, comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, on a presque terminé au niveau de notre footer. Pourquoi? Pourquoi je dis presque? Tout simplement parce que si je me place au format mobile, vous allez voir que là, c'est un peu le bordel. Ok? Donc, on va pouvoir remédier à ce problème en utilisant, encore une fois, notre fameux Media Query, ok? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement descendre et on va écrire footer comme ceci, donc notre footer. Qu'est-ce qu'on va le faire? Eh bien, on va lui dire déjà de mettre un justify content à flex start. Ça veut dire qu'en fait, nos éléments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tout simplement commencer au début de notre footer. Alors ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement de spécifier notre footer column comme ceci et de mettre ici une largeur, voilà, à 80%. Comme ça, on est sûr en fait que nos éléments, nos colonnes ne vont pas s'aligner. Puisque rappelez-vous, en fait, ici, on avait mis un display flex qui aligne les éléments et on a mis également un flex wrap à wrap pour lui dire qu'en fait, lorsque les éléments ne rentrent pas sur une ligne, on les passe en dessous. Sauf qu'ici, si par exemple vous ajoutez, je sais pas moi, par exemple une autre colonne avec par exemple ici juste une lettre au niveau des paragraphes, eh bien en fait, cette colonne-là va se placer au-dessus, d'accord, sur la même ligne que par exemple mon entreprise ici. Pourquoi? Parce qu'il rentre sur la même ligne, d'accord? En faisant un width de 80%, eh bien vous allez pouvoir empiler chaque élément, même si en fait ça rentre sur une ligne. Ok? Donc ça va nous permettre comme ça d'empiler les éléments au format mobile. Et comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien nous avons terminé notre page. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien donc notre barre de navigation qui s'affiche correctement et on a bien notre header, voilà, avec ce petit effet assez sympa. On a également l'image qui s'affiche correctement. On a la section des projets réalisés et on a notre pied de page, c'est-à-dire notre footer. Et comme je vous l'ai montré, eh bien cette page est responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à toutes les tailles d'écran et notamment au format mobile et ça c'est nickel.
Eh bien, une fois que vous avez terminé la réalisation de votre portfolio moderne en HTML et CSS, eh bien, il va falloir le mettre en ligne. Pourquoi? Simplement parce que ça sert à rien de créer un site si personne ne va dessus. Ok? Donc, en le mettant en ligne, en utilisant un hébergeur web, eh bien, vous allez pouvoir donc partager le lien, donc l'adresse de votre site, à vos proches, par exemple, à vos amis, pour qu'ils puissent découvrir votre site. D'accord? Et du coup, maintenant, c'est ce qu'on va venir faire dans cette seconde partie de cette vidéo. Alors pour cela, eh bien, je vous propose d'utiliser l'hébergeur nommé Hostinger. D'accord? Donc je vais vous montrer. Je vous propose d'aller dans le lien dans la description. D'accord? Donc vous allez copier le lien dans la description, enfin vous allez cliquer dessus. Donc ça ressemble à ça, d'accord? Donc vous avez host g.xyz, etc. D'accord? Et vous allez le coller au niveau de votre navigateur. Ok? Donc vous allez cliquer sur le lien d'hébergement dans la description. Vous allez tomber sur cette page. Et comme vous pouvez le voir ici, l'hébergeur se nomme Hostinger. Et en fait, c'est tout simplement un hébergeur que j'utilise au quotidien pour mes projets personnels en dehors de French Coder. Et c'est un hébergeur que j'apprécie bien puisque ça fait déjà depuis des années que je l'utilise. Ok? Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous allez sur le lien dans la description, d'accord? Et vous allez tomber sur cette page, ok? Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez une offre, ok? Donc si vous descendez un peu, vous allez avoir plusieurs plans d'hébergement. Alors ici, si vous êtes sur WordPress, d'accord, vous allez pouvoir cliquer sur hébergement WordPress et ici, vous allez pouvoir sélectionner l'offre qui vous plaît, d'accord? Donc dans notre cas, nous, on vient de créer notre propre site de A à Z en HTML et CSS. Du coup, on va juste sélectionner hébergement web, ok? Donc ici, vous allez arriver sur cette section-là, ok? Donc ici, vous allez avoir trois types d'hébergement. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'hébergement premium, ok? Puisque c'est celle que j'utilise au quotidien et c'est celle qui m'apporte le plus de satisfaction. Ok? Donc en fait ici, comme tu peux le voir, le rapport qualité-prix, il est pas mal. Donc je ne sais même pas comment ils font pour faire du bénéfice, mais en tout cas, le rapport qualité-prix, comme tu peux le voir, il est assez bien. Et c'est d'ailleurs le point fort de cet hébergeur par rapport à d'autres hébergeurs qui peuvent exister. Donc ici, comme tu peux le voir, vous avez par exemple l'hébergement à l'unité. Donc ça, c'est une solution pour les débutants. Mais ça, je ne vous conseille pas trop. Pourquoi? Parce que si vous descendez un peu ici, vous allez pouvoir constater que c'est très limité. D'accord? Vous avez un accès Git, tant mieux. Mais vous avez par exemple ici que 2 bases de données. Vous avez également 100 Go de bande passante, d'accord? Donc la bande passante est limitée. Vous n'avez pas de domaine gratuit, ok? Donc vous n'avez pas de Google Ads. Vous avez par contre un SSL gratuit, donc tout ce qui est HTTPS, etc. Vous avez un seul compte mail. Vous avez 10 000 visites mensuelles. Bref, en fait, ça, c'est une offre très limitée. C'est pour ça que c'est une solution pour les débutants, d'ailleurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est l'hébergement premium. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va sélectionner dans ce tutoriel. Et si vous êtes, par exemple, une petite ou une moyenne entreprise, vous pouvez bien évidemment sélectionner l'hébergement business. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas trop d'écart entre l'hébergement business et l'hébergement premium. Du coup, je vous conseille de prendre l'hébergement premium. Ok? Donc en dessous, si vous regardez un peu, vous pouvez voir un peu ce que nous propose cet hébergement premium. Donc vous avez plein de choses. Vous avez même un domaine gratuit. Mais sauf qu'ici, c'est juste les visites mensuelles qui sont limitées. Mais bien évidemment, si vous souhaitez hoster, c'est-à-dire héberger un portfolio, un simple portfolio, je ne pense pas qu'il y ait plus de 25 000 visites mensuelles. Alors ici, vous avez 100 Go également de stockage et ça, c'est super. Donc on va pouvoir ici cliquer sur ajouter au panier et comme vous pouvez le voir ici, c'est 2,89 euros par mois et c'est super parce que vous allez économiser 60% du prix d'origine. Alors ici, il faut bien comprendre par contre que à partir du prochain renouvellement, ça veut dire qu'ici, vous allez acheter un hébergement, d'accord, un plan en fait, un plan d'hébergement et vous allez avoir 2,89 euros par mois juste à payer, ok? Par contre, par exemple, si vous sélectionnez une offre, un plan d'hébergement sur un an, d'accord, ça veut dire que l'année suivante, quand vous allez renouveler votre plan d'hébergement, eh bien, ça sera 5 euros par mois, d'accord, ça sera 4,99 euros par mois, mais encore une fois, c'est rien du tout comparé à d'autres hébergeurs. Donc vous allez cliquer sur ajouter au panier, d'accord, pour pouvoir sélectionner cette offre d'hébergement pour pouvoir héberger votre site. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà enregistré un domaine. Mais moi, par exemple, ici, je vais tout supprimer. Je vais faire comme si j'avais rien. Ok, donc là, normalement, vous allez tomber sur cette page. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir votre hébergement premium qui aura été sélectionné. Ok, donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez sélectionner votre durée d'hébergement, d'accord, votre plan d'hébergement. Donc ici, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les offres à grande durée. Par exemple, ici, vous avez une offre à 1 mois, d'accord, mais c'est pas une offre que je vous conseille de prendre. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'acheter à 7,29 euros en plus
une offre d'une durée de seulement un mois, d'accord? Donc ça sert à rien, je vous conseille pas de le prendre, ok? Donc moi, ce que je vous conseille de prendre, c'est minimum 12 mois, ok? Donc 12 mois, ça vous laisse largement le temps de tester l'hébergeur, et si ça ne vous convient pas, bien évidemment, vous pouvez partir, vous pouvez annuler votre plan d'hébergement et vous pouvez partir autre part. Et bien évidemment, je pense que vous allez être conquis par cet hébergeur, puisque moi aussi, je l'ai été. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Ok, donc je vous conseille de prendre l'offre de 12 mois, et bien évidemment, rien ne vous empêche de prendre en 24 mois et 48 mois. Alors 48 mois, c'est encore mieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, en choisissant ce plan, comme il le mentionne ici, vous allez économiser 211,20 euros et ça fait plaisir. Et de plus, comme vous pouvez le voir, il est entièrement remboursable pendant 30 jours. Ça veut dire qu'en fait, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous avez 30 jours pour être remboursé. Et ça, c'est super de la part d'Hostinger. Ok, donc là, moi, je vais sélectionner l'offre 12 mois. Ok, donc ça va me faire ici 4,99 euros par mois. Alors ici, il me dit que ça va passer à 6,49 euros par mois le 13 juillet 2022. Ok, donc ça, c'est encore dans longtemps. Ok, donc ça va être lors du renouvellement du plan, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est un prix assez raisonnable. Et d'ailleurs, en fait, ici, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez faire baisser ce prix en ajoutant ici un coupon. Donc ici, vous pouvez mettre, donc ici, il vous propose tout simplement d'ajouter un coupon. Donc vous avez un code coupon. Si vous cliquez ici, comme ceci, vous allez pouvoir ici rajouter le coupon French Coder. D'accord? En majuscule, vous allez écrire French Coder, comme ceci. Voilà, alors j'arrive pas à écrire, donc French Coder. Vous cliquez sur le plus et vous allez voir qu'en fait, ici, eh bien, le prix va diminuer. Et comme vous pouvez le voir maintenant, en fait, vous allez économiser une certaine somme d'argent et ça, c'est nickel. Ok? Donc, une fois qu'on a rentré le coupon, on va pouvoir passer à la suite. Ici, si vous descendez, vous allez voir qu'on a un certificat SSL gratuit. Alors, c'est quoi un certificat SSL? C'est tout simplement une sécurité qui va vous donner, au lieu de HTTP, vous allez avoir HTTPS. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez également une protection Cloudflare qui est offerte et ça, c'est nickel. Alors ici, vous pouvez cocher ça si vous voulez avoir une sécurité de votre site avec les sauvegardes quotidiennes, mais moi, je ne vais pas le faire puisque ça rajoute un peu d'argent. Ok. Alors ici, vous avez le droit à un domaine gratuit et ça, c'est nickel également puisque contrairement à l'offre débutante, eh bien ici, avec l'offre premium que j'ai sélectionnée, eh bien ici, il nous donne un nom de domaine gratuit. Ok, gratuit pour la durée du plan d'hébergement que vous avez sélectionné. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez, par exemple, ici, chercher un nom de domaine. Vous allez créer votre propre nom de domaine. Donc, par exemple, ici, moi, je vais sélectionner mon superbe site web. Voilà, comme ceci. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner .fr, .online, .tech, etc. Donc, par exemple, ici, moi, je veux prendre un .fr, comme ceci. Donc, je clique sur rechercher. Et en fait, il va venir rechercher s'il n'y a pas déjà un nom de domaine qui existe sur le nom suivant, c'est-à-dire mon superbe site web. Ok? Donc là, comme vous pouvez le voir, le nom de domaine n'existe pas encore et du coup, je vais pouvoir le prendre. Ok? Donc ici, il va vous proposer d'enregistrer le nom de domaine sur une durée de 1 an. Et sur le prix, ça sera 0 € par an. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, encore une fois. Et bien évidemment, lorsque vous allez renouveler le plan, eh bien, ça va passer à 8 € par an. Ok, donc là, vous économisez 15,99 € et ça, c'est plutôt sympa. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre nom de domaine et votre offre, eh bien, vous allez voir ici qu'on va pouvoir payer. Alors ici, n'oubliez surtout pas de mettre le code de réduction pour pouvoir avoir une réduction au niveau des prix. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, ici, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici. Donc, vous avez un code coupon, cliquez ici et ici, vous allez sélectionner French Coder. Ok, donc vous allez cliquer sur le petit plus. Et voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ça va s'afficher en rouge juste ici et vous aurez une grosse réduction et ça c'est super. Et bien maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous allez pouvoir cliquer sur payer maintenant et ici vous allez vous inscrire ou vous connecter à votre compte pour pouvoir procéder au paiement. Alors moi, j'ai déjà un compte sur Hostinger, comme je vous l'ai dit, donc j'ai déjà créé le compte de French Coder sur la plateforme. Donc je vais pouvoir me connecter, d'accord? Donc ici, je vais me connecter sous le compte de French Coder. Donc ici, je vais mettre mon mot de passe, je vais me connecter et normalement, je vais tomber donc sur ma plateforme à moi. Voilà, donc une fois que vous aurez validé votre paiement, vous allez pouvoir accéder à votre compte, d'accord? Vous allez vous connecter à votre compte comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ici, vous allez tomber sur cette page. Alors ici, normalement, vous aurez activation de certificat SSL configuration et protection Cloudflare configuration.
et vous aurez également votre hébergement en configuration et votre domaine en configuration. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà cliqué sur le bouton configuration pour l'hébergement et le nom de domaine. Et du coup, ici, j'ai plus le bouton configuration comme pour le SSL et la protection Cloudflare puisque je l'ai déjà fait. Donc pour vous, de votre côté, je vous invite à cliquer sur le bouton configuration pour votre hébergement, d'accord, mais également pour votre domaine, d'accord. Donc vous cliquez sur le bouton configuration pour l'hébergement et le domaine et ne vous inquiétez pas, ça va être très facile et très rapide. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement, votre hébergement et nom de domaine seront configurés, d'accord. Donc ici, bien évidemment, j'ai créé un nouveau nom de domaine pour tester que j'ai appelé frenchcoder.community.fr. Ok. Alors ici, ce que je vous propose de faire, c'est d'activer également le certificat SSL. Pourquoi? Simplement parce que si vous allez sur votre site, vous n'aurez pas HTTPS, vous aurez juste HTTP et ça, les moteurs de recherche et les navigateurs n'aiment pas trop puisque ça veut dire que votre site n'est pas sécurisé. Donc ici, vous cliquez sur configuration, d'accord? Et ici, bien évidemment, je veux configurer ce nom de domaine-là, je veux installer SSL et normalement, ça va se faire très rapidement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, SSL sera automatiquement installé et ça, c'est nickel. Ok, donc ça, c'est en cours d'installation, c'est pas grave, on va pouvoir quand même passer à la suite. Alors la protection Cloudflare, vous pouvez faire également la même chose. Ok. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc accéder ici à plusieurs interfaces. Vous allez pouvoir accéder à votre hébergement, à vos emails, puisque vous aurez plusieurs comptes email que vous allez pouvoir créer pour pouvoir être plus pro si vous voulez. Vous allez avoir ici vos domaines, vos serveurs, votre certificat SSL. Vous avez même un constructeur de site. Par exemple, si vous avez la flemme de coder un site, vous pourrez par exemple créer un site juste avec Hostinger, d'accord, avec Zaero notamment. Et ici, vous avez facturation, etc. Et vous avez également une boutique pour pouvoir donc acheter certaines choses, notamment des emails entreprises, d'autres noms de domaine, etc. Ok. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est juste donc l'hébergement. Donc vous cliquez ici sur l'onglet hébergement et ici, normalement, vous aurez votre hébergement ici avec votre nom de domaine. Donc pour cela, vous allez cliquer sur gérer. Donc vous cliquez sur gérer et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de mettre en ligne notre site. Donc pour cela, vous allez tomber sur cette page et ici, vous allez avoir plein de choix. Vous allez pouvoir renouveler, vous allez pouvoir créer notamment des sous-domaines, d'autres domaines, vous allez pouvoir créer d'autres sites. Ici, vous allez pouvoir importer le site et ça, c'est très important puisque c'est ce qu'on va faire par la suite et vous allez avoir un gestionnaire de fichiers pour gérer donc tous les fichiers de votre site. Ok. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, ce qu'on veut, c'est d'importer notre site. Donc pour cela, vous allez cliquer sur importer site web, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, c'est une interface assez sympa et assez orientée expérience utilisateur. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il nous dit d'importer notre site web au format zip, tar ou tar.gz. Ok, donc moi, par exemple, je veux importer mon site au format zip. Donc pour cela, je vais aller sur mon site, d'accord? Donc ça sera le tuto ici, et donc je vais le compresser, d'accord? Vous pouvez utiliser WinRAR par exemple si vous êtes sur Windows, et c'est ce fichier compressé là que je vais aller upload sur mon offre, sur la plateforme Hostinger, ok? Donc je clique dessus, je clique sur choisir un fichier, et ici donc je vais sélectionner tuto.zip. Ok, donc j'ouvre et maintenant, vous allez pouvoir importer votre fichier, d'accord? Et donc, vous attendez juste un tout petit peu et il va importer tous les fichiers à l'intérieur de l'offre d'hébergement. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, le téléchargement de fichiers a été réussi et on peut aller visiter le site web. Cependant, si vous visitez votre site web, vous allez tomber sur cette page, d'accord? Si vous allez sur votre nom de domaine, donc dans mon cas frenchcoder-community.fr, vous allez tomber sur cette page. Pourquoi? Tout simplement parce que votre site, votre fichier .zip de tout à l'heure a été upload dans un dossier qui s'appelle public.html. D'accord? Et on va configurer tout ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc ici, il vous propose d'accéder au gestionnaire de fichiers, mais vous pouvez très bien le faire ici. Donc ici, vous avez une sorte de sidebar ici et vous allez cliquer sur fichier. Et ici, vous allez avoir gestionnaire de fichiers. Donc ici, si vous utilisez par exemple un client FTP comme FileZilla, vous allez pouvoir accéder à vos comptes FTP. Ok? Donc pour notre cas, on n'utilise pas de logiciel sophistiqué comme FileZilla et on va juste utiliser le gestionnaire de fichiers. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a également d'autres fonctionnalités, notamment le fait de créer des bases de données MySQL pour utiliser avec PHP par exemple. Vous pouvez avoir ici plein d'autres informations, plein d'autres fonctionnalités. Et donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le gestionnaire de fichiers. Donc on clique sur gestionnaire de fichiers.
Voilà, donc il va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors maintenant, il faut être très attentif. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez votre gestionnaire de fichiers qui s'est ouvert. Ici, vous ne touchez pas à .logs, domains et .profile. Ok, donc ça, c'est des fichiers qui ont été créés automatiquement lorsqu'on a créé notre hébergement. Ok, donc ici, par contre, vous avez un dossier nommé public HTML, ok. Et si vous cliquez dedans, donc vous faites double-clic, vous allez donc avoir ici plusieurs dossiers, d'accord. Et ici, notamment, vous allez avoir le dossier, votre dossier que vous venez d'importer en .zip. Donc si vous allez dedans, et bien maintenant, comme vous pouvez le voir ici, et bien vous avez tous vos fichiers, ok. Donc moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que justement, ce dossier-là a été importé dans le dossier public HTML. Et donc en fait, quand vous êtes allé dans votre nom de domaine, il a ouvert default.php. Bah moi j'ai quand même envie que lorsque l'on va sur mon nom de domaine, frenchcoder-community.fr, eh bien moi je veux aller dans mon index.html, c'est-à-dire mon portfolio. Donc ici, vous devez supprimer ce fichier default.php, sinon si vous allez tout le temps dans votre nom de domaine, eh bien il va tout le temps aller dans ce default.php. Donc vous cliquez sur la petite corbeille et vous cliquez sur delete, comme ceci. Alors maintenant, eh bien, ce point .htaccess là, vous ne le touchez pas, d'accord? Vous ne le supprimez pas, sinon ça va tout planter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tous les fichiers qui se trouvent dans votre dossier que vous venez d'importer, eh bien en fait, ils sont accessibles via votre adresse frenchcoder. Donc votre nom de domaine en fait .fr. Si vous faites slash et le nom de votre dossier, par exemple dans mon cas tuto, eh bien vous allez voir qu'en fait vous allez tomber sur votre portfolio. Et ça, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne à merveille. Mais sauf que moi ce que je veux, comme je vous l'ai dit, c'est tout de suite de tomber sur le portfolio sans taper slash tuto. Donc en fait ces fichiers-là, il va falloir les mettre dans directement notre dossier public HTML et non dans notre sous-dossier tuto. Donc nous ce qu'on peut faire, c'est de supprimer ce sous-dossier tuto là, ok. Et donc ici vous allez devoir donc alors je vais placer ça ici, voilà. Et donc ici vous allez tout simplement upload tous les fichiers, donc tous les fichiers de votre dossier de votre projet. Eh bien vous allez mettre ici, vous allez mettre le dossier image, index.html et style.css. Donc ici vous allez cliquer sur upload pour pouvoir upload chaque fichier comme ceci. D'accord? Et maintenant, eh bien, vous aurez votre dossier image, votre fichier index.html et style.css dans votre dossier public.html. Et maintenant, bah, vous allez voir, si je reviens en arrière, si maintenant je tape frenchcodercommunity.fr, eh bien, vous allez voir qu'on accède directement à notre portfolio sans pour autant taper slash tuto. Ok? Donc comme vous pouvez le voir maintenant, ça fonctionne et notre site web est bien en ligne. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, dans ce tutoriel, eh bien, on a réussi à créer notre propre portfolio moderne et responsive de A à Z en HTML, d'accord? Et on a également réussi à le mettre en ligne grâce à notre hébergeur Hostinger. Et encore une fois, je vous invite à aller dans le lien dans la description pour accéder à l'hébergeur. On a également réussi à créer notre propre nom de domaine. On a sélectionné notre plan d'hébergement et on a hosté notre site en ligne. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il est accessible en tapant frenchcodercommunity.fr comme ceci sur votre navigateur et vous allez accéder à votre page. Donc voilà, et bien encore une fois, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram FrenchCoder si ce n'est pas déjà fait, où je partage encore une fois hebdomadairement des conseils, des tutoriels et des ressources. Je fais 3 publications par jour à propos du développement web pour vous aider à devenir compétent dans le domaine et à vous lancer ou rester dans le développement web. Et je vous partage également en story des quiz et des idées de projets quotidiennes afin de pouvoir vous améliorer ou vous perfectionner dans le développement web.